Depuis 60 ans, nous cherchons des civilisations avancées dans les étoiles, espérant entendre quelque chose. Mais maintenant, cela change. Salut Josh. Ici, et dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous expliquons pourquoi les scientifiques ont fini d'écouter les extraterrestres. Ils les traquent. En 2021, une équipe de l'université Harvard a officiellement lancé le projet Galileo. La mission consistait à scanner l'univers à la recherche d'objets anormaux, et leur arme secrète est l'IA. La chasse à la vie extraterrestre a commencé en 1960 avec le projet OSMA, lorsque des astronomes ont pointé le télescope de Green Bank de 85 pieds vers des étoiles proches, à l'écoute de signaux provenant d'autres civilisations. Un an plus tard, Frank Drake a créé l'équation de Drake, un jeu mathématique cosmique qui estime combien de civilisations intelligentes pourraient exister dans notre galaxie. En 1963, l'observatoire d'Arecibo, une antenne de 1000 pieds de diamètre, balayait le trou d'eau, une bande de fréquences spécifique entre 1420 et 1720 MHz, dans l'espoir d'intercepter un message venant des étoiles. En théorie, c'était une bonne idée, mais ça n'a jamais été plus que ça. La recherche par radio repose sur l'intention. La recherche suppose que des civilisations extraterrestres émettent volontairement un signal puissant vers la Terre, en continu pendant des siècles. Si l'émetteur passe, alors les astronomes n'ont que quelques secondes pour le capter. S'ils regardent la mauvaise étoile au mauvais moment, c'est fini. Ça a toujours été un pari risqué. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Même les réseaux avancés, comme le réseau de télescope Hall en Californie, ne couvrent qu'une infime partie du ciel. Autre problème, les capteurs sont aveuglés par le bruit terrestre, GPS radar militaire, émissions TV. La recherche est dénoyée dans ces interférences. En 2020, des astronomes pensaient avoir capté un signal de Proxima du Centaure, un candidat idéal. Un signal à bande étroite à 982 MHz, il changeait de fréquence d'une manière qui suggérait qu'il provenait d'une planète en mouvement. Les scientifiques ont brièvement cru à la vie, mais l'excitation fut de courte durée. Le signal ne venait pas des extraterrestres, mais d'appareils électroniques ordinaires, qui par accident ont imité un message cosmique. Essentiellement, écouter les ondes radio est extrêmement limité et a peu de chances de réussir. Mais une réponse est venue d'une source inattendue. En octobre 2017, le télescope Pan-STARRS d'Hawaï a repéré un objet étrange qui enfreignait toutes les règles de la mécanique orbitale. Il a été catalogué sous le nom de 1I, 2017 U1. Il est connu sous le nom d'Oumuamua l'éclaireur. Et ce n'était pas un simple rocher ordinaire. Contrairement aux astéroïdes typiques, qui sont à peu près ronds à cause de milliards d'années de collision, Oumuamua avait une forme étrange et allongée, estimée entre 90 et 900 mètres de long, et entre 10 et 167 mètres de large. C'est la courbe de lumière qui l'a trahi. Alors qu'il tournoyait dans l'espace, sa luminosité changeait. D'un facteur de 10 toutes les 7,3 heures, un astéroïde normal varie d'un facteur de 3 au maximum, alors qu'ici on atteint 10. L'objet devait être extrême, soit une galette plate, soit un long cylindre mince, mais ce n'était pas sa forme qui posait problème. Oumuamua voyageait à 95 000 km/h, il n'orbite pas autour du Soleil, il traversait notre galaxie. Sa trajectoire montre qu'il venait d'au-delà du système solaire, ce qui en fait le premier visiteur interstellaire connu. Et c'est là qu'il a fait quelque chose d'impossible. Il a accéléré. Normalement, une comète accélère près du Soleil parce que sa glace s'évapore, un processus appelé dégazage. Cela crée des jets, qui agissent comme des propulseurs. Mais Oumuamua n'avait pas de queue, pas de chevelure, cette enveloppe floue de gaz et de poussière autour d'une comète. Le télescope spatial Spitzer a cherché du gaz à base de carbone. Rien. Les télescopes au sol ont cherché de la poussière. Rien. Si ce n'est pas la gravité, et si ce n'est pas du gaz, alors qu'est-ce qui le pousse ? Avi Loeb, ex-directeur du département d'astronomie de Harvard, avait une théorie. La pression du rayonnement solaire. Si un objet fait moins de 0,1 cm d'épaisseur, et qu'il est très large, la lumière du soleil le pousse, comme le vent sur une voile. Mais la nature ne fabrique pas de roches aussi fines et larges de 100 mètres. La communauté scientifique s'est agitée. On a tenté de trouver des explications, avec des théories sur des icebergs d'hydrogène, des boules de poussière ou des particules microscopiques de glace, roches et métal agglutinés. Ces objets seraient invisibles pour les capteurs, mais pourraient quand même dégazer. Mais les icebergs d'hydrogène restent un concept théorique. Pour Loeb, les données étaient les données. Oumuamua était la première preuve concrète que le système solaire n'est pas vide, et qu'il y a du trafic qui ne fait que passer. Et c'est là qu'est intervenu le projet Galileo. La stratégie vise à créer un réseau mondial d'observatoires couvrant tout le ciel, le premier fonctionnant déjà à Harvard.
Les télescopes standards scrutent un petit point du ciel durant des heures, ce qui ne sert pas à détecter les phénomènes anormaux, non identifiés et hypersoniques, ou pannes. Les capteurs Galileo surveillent un hémisphère en continu. Des caméras optiques à objectif fisheye capturent tout le ciel en haute résolution, permettant de distinguer les détails à distance. Avec des capteurs infrarouges passifs, elles détectent la chaleur de la propulsion et du frottement atmosphérique. Alors, voilà, le système utilise de l'audio passif. Il écoute la signature acoustique. Donc, est-ce que l'objet crée un bang supersonique ou est-il silencieux? Est-ce qu'il émet un bourdonnement? L'IA personnalisée prend le relais. L'équipe entraîne des algorithmes pour filtrer tout le ciel. Le système reçoit des millions d'images, dont des oiseaux, drones, avions, satellites Starlink et ballons météorologiques. L'IA apprend les caractéristiques de vol de chacun. Les avions s'inclinent en tournant, les oiseaux battent des ailes, les satellites suivent une trajectoire linéaire et prévisible. Une fois que l'IA a appris le bruit de fond, elle le supprime, rejetant 99,9% des données. Seules les anomalies sont signalées. L'IA ne sait pas à quoi ressemble un ovni. Elle n'a pas d'image de soucoupe volante dans une base de données. Elle étudie des phénomènes physiques anormaux et l'absence de caractéristiques attendues. Pourtant, le projet Galileo sait que regarder le ciel n'est qu'une partie du défi. Si du trafic traversait le système solaire depuis des milliards d'années, il y aurait forcément eu des accidents. En 2019, Avi Loeb et Amir Siraj ont obtenu l'accès à la base de données du Centre d'études des objets géocroiseurs. Il s'agit d'un catalogue de météores suivi par le gouvernement américain. Des satellites espions. Ces satellites sont conçus pour détecter les lancements de missiles nucléaires, dont les données sur les entrées atmosphériques sont extrêmement précises. Une cible a été trouvée datant du 8 janvier 2014. Un météore d'environ 45 cm de diamètre a explosé au-dessus du Pacifique, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais les données étaient impossibles. Connu sous le nom de IM1 météore interstellaire 1, il a frappé l'atmosphère à environ 45 km par seconde, et cela révèle des indices sur ses origines. Les objets en orbite autour du Soleil ont une limite de vitesse, et IM1 l'a dépassé. Il n'était pas piégé par la gravité du Soleil, il venait de l'espace profond. Mais ce n'était que le début. Un météore entrant dans l'atmosphère subit une pression croissante, jusqu'à exploser. La pression dynamique. IM1 n'a explosé que dans la basse atmosphère, résistant à une pression de 194 mégapascales. Parmi les 273 météores du catalogue Keneos, IM1 était considéré comme le météore le plus résistant jamais enregistré. Cela soulève une question troublante. Pourquoi le premier objet interstellaire détecté était-il aussi le matériau le plus résistant observé? Loeb a suspecté qu'il n'était pas une roche. Le soupçon était qu'il s'agissait du fuselage d'une sonde. Le commandement spatial des États-Unis a ensuite confirmé dans une note que les données de trajectoire prouvaient de son origine interstellaire, avec une certitude de 99,999%. C'était le feu vert que les astronomes attendaient. En juin 2023, le projet Galileo a lancé une mission de récupération. Un navire, le Silver Star, a été affrété pour naviguer jusqu'à la zone d'impact au large de l'île Manus. La zone ciblée faisait 6 miles de long et la profondeur était de 1,2 miles. La mission consistait à retrouver les restes d'un objet de la taille d'un micro-ondes qui s'était vaporisé il y a 9 ans. Un traîneau magnétique a été descendu avec un treuil et traîné sur le fond marin pour récupérer des particules magnétiques. La chasse aux sphérules commençait. Quand une météorite ou un vaisseau spatial brûle, la matière fondue retombe en petites gouttes qui se solidifient en sphères parfaites dans l'eau. Pendant des semaines, ils ne trouvaient que de la boue noire, du sable volcanique, du plancton mort et des débris humains. L'équipage travaillait en roulement, frottant les aimants et examinant la boue au microscope. Puis, ils les ont trouvés. De minuscules billes métalliques, de moins de 1 mm de diamètre, des sphères dorées, bleues et brunes qui se détachaient sur la cendre volcanique noire. Plus de 700 de ces sphérules ont été collectées. Elles ont été ramenées à Harvard et placées sous un spectromètre de masse, et les résultats étaient stupéfiants. L'analyse a révélé un signature appelé BeLaU, avec des niveaux élevés de beryllium, de lantane et d'uranium. L'empreinte chimique indique clairement la Terre, notamment les cendres de charbon. Les isotopes d'uranium correspondent à ceux de notre planète. L'équipe de Loeb a donc utilisé les isotopes de fer, et non l'uranium, pour défendre l'hypothèse d'une origine extrasolaire. Cela suggérerait deux possibilités. Soit IM1 provient d'une région de la galaxie où la chimie est fondamentalement différente, soit le matériau est artificiel. Le beryllium, le lantane et l'uranium sont utilisés dans les alliages humains pour leur résistance thermique et leur durabilité, notamment en aérospatial, train d'atterrissage, bouclier thermique,
et comme combustible. Si c'était une roche naturelle, elle serait unique dans l'histoire de la géologie. Si c'était artificiel, il s'agirait peut-être de fragments fondus d'une sonde extraterrestre. Les implications de IM-1 et Oumuamua ont fondamentalement modifié la stratégie. Pour la prochaine décennie, le projet Galileo prévoit la prochaine phase, l'interception. L'observatoire Vera C. Rubin du Chili utilise une caméra de 3200 mégapixels pour scanner l'ensemble du ciel austral tous les 4 jours. À cette sensibilité, observer un autre Oumuamua chaque décennie est en fait une estimation prudente. Ces objets interstellaires pourraient être plus fréquents qu'on ne le pense, passant de quelques-uns par décennie à plusieurs par an. Les modèles d'IA estiment que des millions pourraient être dans l'orbite terrestre, trop petits pour les vieux télescopes. Cela offre aux scientifiques l'occasion de réaliser ce projet impensable. L'IRA propose d'utiliser une sonde pour poursuivre un objet interstellaire entrant, mais la physique de l'interception est impitoyable. Attraper un objet se déplaçant à 60 000 miles par heure nécessite un changement de vitesse énorme. Atterrir n'est pas nécessaire, il suffit de s'approcher assez pour prendre des photos en haute résolution. Mais cela pousse la mission à sa limite. Disons que le projet Galileo réussit, et qu'une sonde est trouvée, ou qu'un signal est intercepté, suffisamment complexe pour être un message. Comment la communication est-elle établie ? Une fois cette avancée accomplie, la science-fiction devient réalité. Les chances de découvrir une civilisation extraterrestre vivante sont faibles, mais moins d'1% du voisinage cosmique a été exploré. L'IA se réveille, les télescopes ouvrent leurs yeux. Maintenant, allez voir ce qui se passerait si un astéroïde massif se dirigeait vers la Terre, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.